Comme l'idolâtre enrichit des trésors qu'il estime l'objet de son culte et part sur l'autel le dieu qu'il adore, l'amant a beau voir sa maîtresse parfaite, il lui veut sans cesse ajouter de nouveaux ornements. C'est un spectacle à la fois touchant et risible de voir Émile empressé d'apprendre à Sophie tout ce qu'il sait. Voilà Émile donnant une leçon de philosophie, de mathématiques, d'histoire, de tout en un mot. Sophie se prête avec plaisir à son zèle et tâche d'en profiter. Quand il peut obtenir de donner ses leçons à genoux devant elle, ah, qu'Émile est content. Il croit voir les cieux ouverts. Cependant, cette situation plus gênante pour l'écolière que pour le maître n'est pas la plus favorable à l'instruction. L'on ne sait pas trop alors que faire de ses yeux pour éviter ceux qui les poursuivent, et quand il se rend compte, la leçon n'en va pas mieux. L'art de penser n'est pas étranger aux femmes, mais elles ne doivent qu'effleurer les sciences de raisonnement. Sophie conçoit tout et ne retient pas grand-chose. Ses plus grands progrès sont dans la morale et les choses du goût. Pour la physique, elle n'en retient que quelques idées des lois générales du monde. Rousseau, Émile ou de l'éducation, page 382. Ce texte est un extrait de l'Émile que Rousseau écrivit en 1762. Émile est un ouvrage particulier où Rousseau prend un personnage fictif pour se mettre en position de précepteur fictif et l'éduquer tout au long des chapitres qui formeront l'Émile. La grande nouveauté de l'Émile est de dispenser une éducation qui s'échelonne sur les différents âges de la vie, qui est le grand apport de Rousseau à l'éducation dans l'histoire de l'éducation. Émile est donc éduqué selon les âges de sa vie et arrive un moment où il arrive à l'âge d'homme, à l'âge de se marier. Rousseau alors se met en peine de lui trouver une femme et alors la fiction et le traité d'éducation fusionnent, voire on arrive dans une sorte de fiction amoureuse presque totale, puisque Rousseau en tant qu'auteur fusionne avec le Rousseau précepteur qui cherche une compagne à l'enfant qu'il a éduqué, au jeune homme qu'il a éduqué. Il lui trouve Sophie et toute une partie de l'ouvrage s'attache à la relation entre Sophie et Émile, dans laquelle Émile éduque Sophie. À travers ce texte donc se mêlent scènes d'amour et scènes d'éducation, et cela s'inscrit dans une tradition dont nous parlerons, tradition ambiguë qui, vue en rétrospective, peut soulever de vives réactions. La question qui sera dès lors la nôtre sera la suivante. Peut-on, jusqu'à quand, ne dissocie-t-on pas éducation réelle des femmes avec la liaison amoureuse supposée avec son tuteur? J'aborderai dans un premier temps un moment d'éducation qui est prétexte à une scène amoureuse, et dans un deuxième temps, la question réelle de l'éducation des femmes avant l'Émile, sous la plume de Rousseau et après l'Émile. Première partie donc, un moment d'éducation prétexte à une scène amoureuse. Le texte qui nous est soumis s'inscrit dans toute une tradition dans laquelle éducation des femmes et amour sont corrélés. Nous pensons évidemment à l'histoire que Rousseau reprendra, qui est celle d'Héloïse et d'Abélard. Nous pensons également aux pièces de théâtre de Molière, dans lesquelles la jeune femme tombe amoureuse de son maître de musique, comme c'est le cas dans Le Malade imaginaire. Rousseau, ici, écrit un texte qui a beaucoup à voir avec Julie ou la Nouvelle Héloïse, qu'il écrivit à peu près à la même époque, reprenant l'idée d'Abélard éduquant Héloïse et les deux tombant follement amoureux, et l'adaptant au XVIIIe siècle à travers le personnage de Julie. Il le met complètement à la mode du XVIIIe siècle où on adorait ce qu'on appelait les scènes de genre, qui ont donné leur nom à un courant pictural en France et en Angleterre, dont nous restent encore les œuvres de Greuze, qui représentent un miroir pictural de ce que présente ici Rousseau de manière littéraire.
Plus intéressante est la métaphore divine employée tout au long du passage. Les jeunes gens s'aiment, mais Émile va plus loin. Il idolâtre Sophie. Je cite le texte, donc je cite les mots du texte. Il est idolâtre. Je cite un peu plus loin, Sophie est l'objet de son culte, et ce qu'il souhaite obtenir, c'est d'être à genoux devant elle pour lui faire la leçon. Ainsi, Sophie, pour Émile, est mise en position divine. Cette intrusion de l'idolâtrie dans l'éducation peut dans un premier temps surprendre. Cependant, nous sommes tentés de la corréler à une rhétorique masculine qui sera dénoncée par de nombreuses féministes par la suite et qui est celle de mettre la femme à ce point dans un statut dominant, de déesse, hors du monde, etc., qu'elle ne pourrait paradoxalement se frotter à la rugosité du monde réel. Dont le résultat est en fait que les hommes régissent et occupent l'espace public. Cette remarque nous permet une transition vers notre deuxième partie, à savoir plonger réellement dans la question de l'éducation des femmes. Prenons d'abord Rousseau dans son temps et rendons à Rousseau ce qui lui revient. Il est vrai que jusqu'à présent, les traités d'éducation étaient exclusivement masculins. L'Émile, le nom l'indique, est un traité d'éducation également masculin. Mais rien que le fait d'accorder un bref moment à la question de l'éducation des femmes et à ce qu'elles peuvent apprendre ou ne peuvent pas apprendre, montre un intérêt naissant pour la question de l'éducation des femmes, question sur laquelle un Rabelais, par exemple, ne s'était pas penché dans son Gargantua dans les années 1530. Nous savons également que l'éducation des femmes à cette époque ne touchait que très peu les choses de l'esprit, puisqu'il s'agissait de les rendre plaisantes et sociables. Et de savoir agir en société, comme on le voit dans Les femmes de Molière. Nous pensons aux pièces Les femmes savantes, Les précieuses ridicules, où on voit des femmes justement qui sont sorties de ce genre d'enseignement pour aborder la philosophie, et le résultat serait ridicule, comme le titre l'indique. Nous pensons également à la même période, mais l'œuvre sera cachée pendant plusieurs décennies, à l'œuvre Diderot, le neveu de Rameau, dans laquelle il y a un dialogue entre moi, qui est censé incarner les idées du philosophe, et lui, qui est censé incarner la folie du temps, dans lequel le neveu dit, alors que le philosophe lui dit qu'il essaye d'éduquer sa fille en vertu des lois morales, lui répond, donc le fou lui répond, laissez-la tranquille, il faut juste qu'elle soit coquette, amusante et belle. Voilà, donc les trois caractéristiques de la femme au XVIIIe siècle pour réussir dans la société selon le neveu de Rameau seraient d'être jolie, amusante et coquette. Voilà, dès lors, envisager une éducation des femmes et l'écrire dans un traité masculin est déjà une chose nouvelle, bien que la plupart des principes nous semblent grotesques au XXIe siècle. Ainsi, le dosage prescriptif, qui ressemble à une ordonnance de médecin, nous prête à rire. Les femmes ne doivent qu'effleurer les sciences de raisonnement, dit Rousseau, comme si le fait d'aller plus loin dans les sciences du raisonnement pouvait leur causer du tort. Le dosage est important, comme une prescription médicale. Le constat de son troisième paragraphe, l'art de penser n'est pas étranger aux femmes, en feront bondir plus d'un et plus d'une. Il s'agit là d'une sorte de sentence qui ressemble à une sorte de révélation pour une chose qui est quand même censée aller de soi. Quant à Sophie, elle s'épanouit dans la morale et les choses du goût, ce qui nous rappelle exactement les codes genrés que dénonceront plus tard certains courants de pensée et qui veulent que les femmes soient inaptes à certaines professions et qu'au contraire, on en retrouve plutôt dans les matières littéraires et artistiques. Le personnage de Marie Curie nous semble aller tout à fait à l'encontre de ce qui est censé être un état de fait sous la plume de Rousseau.
Dès lors, les idées de Rousseau sont peut-être à peine, enfin, ouvrent peut-être quelque chose pour son temps. Cependant, elles ne font qu'enfoncer le clou sur certaines idées archaïques. Jusqu'à quand cette division des sexes en fonction des capacités de pensée se fera-t-elle? On peut croire que l'école de Jules Ferry changera la donne. Les femmes iront à l'école, les jeunes filles iront à l'école, les filles iront à l'école au même titre que les garçons. Mais ne créera-t-il pas une école, là encore, complètement genrée, en préparant les jeunes garçons à la guerre de 14, qui est une guerre de revanche, et les petites filles à garder le foyer pendant que les hommes seront à la guerre? La question peut en effet se poser. Pour terminer, nous dirons que ce texte nous offre ce qu'on pourrait appeler la face un petit peu cachée de Rousseau et plus largement des Lumières. Évidemment, les recueils de textes des Lumières nous montrent des penseurs extrêmement brillants et novateurs. Celui-là permet de nuancer un petit peu la vision triomphante qu'on a de ces philosophes. Nous pouvont ajouter que si ce texte nous fait bondir par ses idées, il est aussi dérangeant de voir tant de gens s'insurger contre l'ABC de l'égalité et de voir naître, quand il est question d'égalité, de sensibiliser les petits-enfants au genre, de voir paraître dans des maisons d'édition un livre tel que celui de Farida Belgoul qui s'appelle « Papa porte un pantalon et maman une robe ».